Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne YouTube des finances personnelles et de l'investissement. Et aujourd'hui, nouveau format de vidéo, un format qui interviendra de manière mensuelle sur la chaîne YouTube, tout simplement parce qu'il s'agit d'un format où je vous présenterai chaque mois une analyse fondamentale d'une entreprise qui peut être une bonne opportunité si tout comme moi, vous avez une stratégie d'investissement basée sur les revenus issus de dividendes, une stratégie d'investissement à long terme. Si ce genre de vidéo peut vous plaire, je vous invite tout d'abord à laisser un énorme pouce en l'air juste au-dessous de la vidéo, ça aide pour le référencement de cette vidéo et du coup ça aide à pousser mon travail vers le haut. Et puis vous pouvez également vous abonner si vous ne voulez rien manquer de ce qui se passera sur la chaîne dans le futur. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Alors pour l'analyse mensuelle d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'entreprise D.R. Horton Incorporation. Nous sommes le 21 octobre 2021 à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est parti. Donc avant de nous attacher aux aspects financiers, parlons un petit peu de manière plus générale de l'entreprise D.R. Horton Incorporation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout d'abord une entreprise qui a été fondée en 1978 au Texas, donc aux États-Unis, et qui compte, à l'heure où je tourne cette vidéo, environ 9700 employés. Donc on parle déjà d'une structure relativement considérable, pas d'une simple start-up qui a été lancée le mois passé. L'entreprise opère ses activités sous 4 marques différentes, représentant ses 4 gammes de produits, et ses activités, donc c'est le plus grand constructeur de maisons individuelles aux USA depuis 2002. Constructeur de maisons individuelles, donc on parle de maisons résidentielles, hein, pas d'aspect commercial ou entrepreneurial, on parle vraiment des maisons qui sont construites pour les particuliers, pour y habiter. Ils construisent plusieurs gammes de maisons, donc je l'ai dit au travers de 4 marques, allant d'environ 150 000 $ à plus de 1 million de $, ce qui permet à l'entreprise de toucher un panel extrêmement large de clients différents. L'entreprise offre aussi quelques services financiers comme des prêts hypothécaires et certaines assurances foncières, etc. Ce qui permet vraiment de diversifier un petit peu l'activité de l'entreprise et également de lui amener des revenus un petit peu plus stables que simplement la vente et la construction de maisons. Même si, bien sûr, la construction de maisons reste la principale part de leur chiffre d'affaires. La situation de l'entreprise, donc elle opère dans 30 États US différents, répartis sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche. Sur le graphique du milieu, on a la concurrence au niveau des marchés, de ces plus grands marchés. Donc on a une comparaison entre plusieurs agglomérations. Donc on a Dallas, Houston, Atlanta, Phoenix et Austin. On peut voir que sur quelques grosses agglomérations américaines, comme Dallas par exemple, D.R. Horton domine le marché avec 18% des parts de marché, alors que son concurrent direct n'en possède que 6 parts derrière. Donc ce qui démontre déjà d'une forte avance au niveau des ventes et de la domination de marché de D.R. Horton. Ça se passe également comme ça sur Houston, même si la différence est moins marquée. Atlanta, pareil. Phoenix, il y a une concurrence qui est rude, mais D.R. Horton concurrence fortement son concurrent direct. Et Austin, pareil. Et sur le graphique de droite, on peut voir que D.R. Horton est leader sur 15 marchés différents, dans 15 situations géographiques différentes, et top 5 des leaders de marché dans 35 autres marchés différents, et puis top 10 dans 41 autres marchés. Au niveau de la diversification, donc on peut voir que l'entreprise est bien diversifiée, même si je vous l'accorde, l'entreprise n'agit que aux USA pour l'instant, ce qui peut être un risque si éventuellement il y a une chute de la demande au niveau immobilier aux USA, mais au sein du pays, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est déjà un énorme pays comparé à nous petits pays européens. C'est à peu près environ la même taille que l'Europe au niveau du nombre d'habitants, et l'entreprise est fortement diversifiée au sein des USA. Donc on peut voir que le Home Building Revenue, donc le revenu tiré de la construction de maisons, provient de plusieurs endroits géographiques dans le pays différents. Et pareil au niveau d'inventory, c'est-à-dire au niveau des actifs de ce que possède l'entreprise qui est réparti un petit peu partout dans le pays. Au niveau des ventes conclues, donc là je vous ai mis un graphique assez intéressant de 1992 à 2020. On peut voir les petits bâtonnets gris, le nombre de maisons vendues en fait de manière totale
toute entreprise confondue aux USA, donc jusqu'au 30 juin 2021. Donc on peut voir que la demande n'a cessé d'augmenter de 1992 à environ 2005. De 2005 à 2010, crise des subprimes oblige, les demandes et les ventes de maisons ont fortement baissé. Puis maintenant, il y a la reprise gentiment, année après année, de plus en plus de ventes conclues. Et ce qu'on peut voir, quelque chose de vraiment intéressant, c'est la courbe bleue, c'est le pourcentage de parts de marché détenues par l'entreprise D.R. Horton. Donc on peut voir que malgré la grande récession immobilière entre 2005 et 2010 au niveau des ventes de maisons, D.R. Horton a continué à grignoter petit à petit des parts de marché, et ça c'est un signal assez fort pour moi, preuve que même lorsque les ventes sont descendues au niveau des ventes immobilières, l'entreprise a continué à se développer. Ce qui est vraiment fortement intéressant pour moi, selon moi. Au niveau de la stabilité de l'entreprise, quelque chose d'extrêmement stable. Donc, que ce soit au niveau du conseil d'administration ou de l'équipe de direction, on est sur quelque chose de vraiment stable. La moyenne d'ancienneté du conseil d'administration est de plus de 16 ans, ce qui est, selon moi, un énorme point positif. Ça prouve de la stabilité de l'entreprise et de la manière de l'entreprise de vouloir se développer de manière durable, stable et sans changer d'équipe directrice également chaque année, puisque ça fait environ 7 ans en moyenne d'ancienneté pour l'équipe de direction. Maintenant, passons aux aspects financiers, ce qui pourrait nous intéresser, nous, investisseurs, au niveau des analyses fondamentales qu'on pourrait faire. Et pour ça, on va regarder, donc, je le rappelle, les bilans comptables, qui est la photo de l'entreprise à un instant T, ainsi que le compte de résultats, qui est le film qui retrace une année de l'entreprise au niveau des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir de ces chiffres? Attardons-nous d'abord donc au compte de résultats de manière annuelle. On peut voir, c'est en bleu, le chiffre d'affaires qui n'a cessé d'augmenter depuis 2012. Donc, nette augmentation régulière au fil des années. On a également en rose et en brun les résultats d'exploitation et résultats nets. Et ce qu'on peut voir, c'est que les marges d'exploitation et les marges nettes augmentent également chaque année, avec une augmentation qui semble plus marquée encore ces 2 dernières années. Une marge de 20% pour la marge d'exploitation et de quasiment 15% pour la marge nette. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. C'est une marge de sécurité en parlant de ça, puisque l'entreprise peut se permettre de faire un petit peu de moins de marge tout en restant extrêmement profitable. On peut observer également cette marge de manière trimestrielle sur les comptes de résultats trimestriels qui continuent à augmenter donc également cette année de manière plus forte que d'habitude, ce qui permet d'augmenter encore le résultat net. Au niveau de la situation bilancielle maintenant, donc c'est-à-dire au niveau de ce que détient l'entreprise comparément à ce qu'elle doit à d'autres acteurs économiques, on peut voir en bleu les actifs qui ne cessent également d'augmenter au fil des années avec une accélération ces dernières années, pour une dette qui reste maîtrisée, ce qui est vraiment quelque chose d'assez incroyable et ce qui contribue à réduire le ratio dette sur actif et ainsi à augmenter la sécurité financière de l'entreprise. En résumé, l'entreprise acquiert toujours plus de choses sans s'endetter particulièrement davantage et ça c'est un énorme point positif. On peut également le voir de manière trimestrielle avec un pic de la dette à fin 2019, début 2020. C'était pendant donc le début de la crise du Covid. J'assimile ça personnellement à certains actifs que l'entreprise a pu acheter à prix bradé, a donc sauté sur l'occasion d'acheter ces actifs donc à prix bradé et donc s'est permis un léger endettement supérieur à la moyenne pour acquérir ces actifs à prix bradé et faire ainsi une bonne affaire. Et ce qu'on peut voir, c'est que la dette a très rapidement retrouvé ses niveaux moyens quelques mois plus tard. Maintenant, parlons un petit peu de la valorisation. Qu'est-ce que ça vaut D.R. Horton en bourse? Alors, au niveau du cours, on le verra après parce que ce n'est pas le prix qui est important, mais voyons 2-3 ratios qui peuvent être importants à considérer quand on fait une analyse fondamentale et commençons par le bien connu PE ratio qui compare le prix, qui est vraiment quelque chose qui touche la bourse au niveau de la valorisation. C'est le prix que les acheteurs et les vendeurs sont prêts à se mettre d'accord pour échanger un titre. C'est censé refléter la valeur de l'entreprise, mais des fois c'est décorrélé et on va pouvoir mettre ça en relation avec les revenus de l'entreprise qui sont vraiment des chiffres officiels, des chiffres
concret. Et donc, c'est avec ce PE ratio qu'on va pouvoir faire ceci. Le PE ratio, on peut voir qu'il est historiquement bas à l'heure actuelle puisque l'entreprise a un PE ratio moyen sur les 10 dernières années de 13,2 et on peut voir qu'il est juste un petit peu supérieur à 8 actuellement, ce qui peut faire croire à une potentielle sous-évaluation de l'entreprise. Alors, il est important de ne pas prendre le PE ratio comme indicateur seul dans une analyse fondamentale et de croire que parce que automatiquement le PE ratio est plus bas que son PE ratio moyen, il faut acheter. Non, ce n'est pas vrai, ça peut refléter d'un problème également de l'entreprise. Toutefois, je ne pense que ce n'est pas le cas actuellement avec D.R. Horton. Sinon, on peut voir au niveau du comparatif du secteur home building, donc c'est-à-dire les concurrents directs de D.R. Horton, soit LEN, NVR, PHM, BLD et Toll. On peut voir 3 ratios différents, donc le PE ratio qui est relativement maîtrisé et dans la moyenne par rapport à ses concurrents, et également 2 autres ratios, le PB ratio et le PEG ratio. Alors le PB ratio, c'est le Price to Book Ratio, c'est-à-dire on met en relation le prix, la valorisation en bourse avec les actifs que détient de manière comptable l'entreprise. Évidemment, plus ce ratio est bas, plus vous obtenez de la valeur comptable réelle, physique, pour l'argent que vous allez investir dans l'entreprise. Je vous donne un exemple, si l'entreprise vaut 100 $ et que l'entreprise possède 100 $ de BVPS, de Booking Value Per Share, c'est-à-dire de valeur comptable par action, eh bien vous comprenez bien que vous achetez avec vos 100 $ l'action, c'est 100 $ de valeur comptable, vous achetez quelque chose du concret. Donc le PB ratio sera de 1. Tandis que si vous n'achetez que, par exemple, 50 $ de valeur comptable avec vos 100 $ d'actions, le PB ratio sera de 2. Et là, donc, vous n'achetez moins que ce que... vous n'obtenez moins que ce que vous payez réellement. Vous comprenez bien que vous payez 100 $ et vous n'allez obtenir que 50 $ de valeur comptable. Alors ça peut être quelque chose qui est intéressant à comparer, mais attention à toujours comparer avec d'autres acteurs du même secteur économique. Donc on peut voir que le PB ratio ici, pour Dr. D.R. Horton, est relativement dans la moyenne également par rapport à ses autres concurrents. Et on peut voir que le PEG ratio est aussi extrêmement bas par rapport à ses concurrents. Le PEG ratio, qu'est-ce donc? C'est simplement le PE ratio mis en relation avec la croissance de l'entreprise. Donc croissance, parlons-en, ainsi que de la profitabilité. La croissance, donc D.R. Horton augmente ses revenus à une vitesse fulgurante. Alors, on peut voir qu'au niveau year over year, c'est-à-dire quand on prend le dernier trimestre complet de l'entreprise, ici le Q2 2021, et qu'on le compare avec le Q2 2020, c'est-à-dire une année avant. Alors là, je vous l'accorde, les chiffres sont un petit peu faussés à cause de la crise du Covid-19 qui est intervenue pile dans cette période. Toutefois, on peut voir quand même une augmentation des revenus de 30-35%. On a pu le voir que ça se ressentait dans le compte de résultats, la croissance de l'entreprise qui est en perpétuelle augmentation au fil des années. On peut voir donc que l'entreprise explose sa moyenne sur 5 ans au niveau de ses revenus, ainsi que de la moyenne du secteur. Et au niveau du revenu net, également, un revenu net en constante augmentation, il a augmenté par rapport à l'année passée de 80%. Cela est dû principalement donc à l'augmentation du chiffre d'affaires d'une part, mais également à l'augmentation des marges qui sont toujours plus élevées. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Et finalement, troisième petit bâtonnet, on peut voir le dividende, puisque bien sûr, j'investis sur des sociétés qui reversent des dividendes. Et là, on peut voir que l'entreprise augmente, donc la moyenne sur 5 ans, augmente environ plus de 20% par année son dividende depuis les 5 dernières années. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Le dividende, on le verra un petit peu plus loin. Au niveau de la profitabilité, donc 3 indicateurs qu'on peut considérer lors d'une analyse fondamentale, le ROE, le Return on Equity, qui est le retour sur les capitaux propres, finalement, l'argent qu'apportent les investisseurs dans la boîte, et le ROA, le Return on Assets, c'est-à-dire à quel point il y a un retour sur investissement pour les actifs de l'entreprise qui travaillent pour elle, ainsi que de la marge nette. Donc on peut voir que le ROE sur les 12 derniers mois glissant est de plus de 25, quasiment 30%, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne sur 5 ans de l'entreprise et également que le reste du secteur. On peut voir que le retour sur les actifs est également plus élevé que la moyenne sur 5 ans et que la moyenne du secteur et que les marges ont augmenté
également. Le dividende maintenant, parlons-en. Alors au niveau de DR Horton, on a un dividende yield de 0,83%, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas un yield très élevé à l'heure actuelle. Toutefois, si vous avez une optique d'investissement long terme dans cette entreprise, sachez donc qu'elle augmente son dividende de manière consécutive de 20,11% en moyenne sur ces 5 dernières années. Donc c'est une augmentation annuelle. Donc ça peut être vraiment intéressant à long terme, malgré un yield faible à l'heure actuelle, de la garder quelques années pour voir ce yield toujours plus augmenter. Ensuite, on a un payout ratio extrêmement maîtrisé, je dirais même extrêmement bas, puisqu'il n'est que de 14%, ce qui montre que la société garde plus de 86% de ses bénéfices pour elle, pour sa propre croissance. Alors là, effectivement, je n'en ai pas beaucoup pour mon argent, parce que j'investis et je touche peu des bénéfices de l'entreprise. Toutefois, je peux donc bénéficier de la forte croissance de l'entreprise, et comme moi je crois à cette entreprise sur le long terme, eh bien ça ne me dérange pas que l'entreprise garde une grosse partie de ses bénéfices pour se développer. On peut voir que l'entreprise verse de manière consécutive depuis 24 ans son dividende et qu'elle l'augmente de manière consécutive depuis 7 ans. Alors là, malheureusement, il y a une petite faute dans la série, c'est que DR Horton a versé le double de son dividende en 2012 et n'en a pas versé en 2013, raison pour laquelle la série est brisée. Mais on peut voir que depuis 2014, ça a repris en augmentation de manière extrêmement stable et fluide. Bien sûr, l'entreprise DR Horton, comme la plupart des entreprises américaines, verse également son dividende de manière trimestrielle. Un autre indicateur également intéressant à considérer lorsqu'on fait une analyse fondamentale, tout du moins c'est mon avis, c'est le nombre d'actions en circulation de l'entreprise. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que DR Horton, depuis environ 2018, réduit le nombre d'actions en circulation de son entreprise. Alors comment est-ce qu'on pourrait interpréter ceci ? Eh bien tout simplement, une entreprise peut émettre de nouvelles actions au fil du temps et également en détruire en fait. Toutefois, pour les détruire, elle doit bien sûr les rechercher auprès des investisseurs et donc les racheter auprès des investisseurs. Donc ce que ça peut démontrer, c'est que l'entreprise semble croire qu'actuellement le prix de son action est sous-évalué. Imaginons que l'entreprise pense que son action vaut 100$, mais qu'elle n'en vaut actuellement que 80, eh bien, c'est tout un intérêt pour elle de la racheter lorsqu'elle vaut 80 pour la détruire. Et éventuellement, lorsque l'entreprise sera surévaluée, lorsqu'elle vaudra 120$ en bourse, eh bien, l'entreprise pourrait éventuellement émettre de nouvelles actions. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc moi, un nombre d'actions en circulation décroissant, c'est un bon signal pour moi et ça pousse également à créer un effet de rareté sur le titre. Le cours du titre maintenant, en comparaison avec un indicateur assez important. Donc prenons déjà le cours du titre de manière assez simple. On peut voir que de manière générale, à long terme, il y a une certaine tendance haussière, en tout cas dans ces 5 dernières années. Et puis, on peut voir le flash crash. On va appeler ça un flash crash parce que ça n'a pas duré des mois, de la crise du Covid qui n'a duré seulement que quelques semaines. Et puis un recovery important, on a fait un V-bottom finalement, on a été touché le bas du crash du Covid-19 et on est reparti extrêmement vite. Et là on est sur des sommets historiques, quoi qu'on ait un petit peu redescendu au niveau de ces dernières semaines. Et donc l'indicateur que je voulais vous présenter pour mettre en parallèle avec ça, c'est le nombre de permis de construire émis aux États-Unis, ce qui est un indicateur avancé finalement pour moi des résultats de l'entreprise. Plus il y a de permis émis aux États-Unis, plus il y a de permis émis qui bénéficieront à DR Horton, plus l'entreprise fera du chiffre d'affaires. Et ça ne se retrouve dans les chiffres que lors des comptes de résultats au terme de la construction des maisons et au terme du compte de résultats effectué. Donc on peut voir un certain pic finalement après le Covid, la crise du Covid, ce qui a contribué à fortement valoriser le terme. Et c'est ce qui explique selon moi la baisse légère du cours du titre ces derniers temps. C'est le fait qu'il y a un nombre un petit peu décroissant du nombre de permis de construire émis, ce qui peut-être a amené les investisseurs à être un petit peu plus frileux. Il y a également la pénurie des matières premières qui touche actuellement toute la planète et qui, pour une société de construction, je vous le rappelle, est très importante et c'est donc peut-être pour ça, à mon avis, que l'entreprise a perdu un petit peu de valeur, en tout cas ces dernières semaines.
selon moi, ce n'est pas important pour le long terme et c'est une excellente opportunité d'achat. Ce qu'on peut voir si on prend le nombre de permis de construire émis au total de manière plus dézoomée, donc on a une vue d'ensemble ici depuis 1992, donc on a une forte hausse des permis de construire délivrés jusqu'à 2006, ensuite crise des subprimes, forte chute, et puis de nouveau une légère hausse, et on a eu un pic d'après Covid, on peut le voir en 2020, c'est entouré par le cercle rouge, qui a été finalement un effet de rattrapage. Tous les permis de construire qui n'avaient pas pu être délivrés lors de la crise du Covid en 2020 l'ont été juste après, et donc là il n'y a pas finalement une baisse des permis de construire. Il y a finalement, on réintègre le canal, on réintègre simplement des chiffres normaux, des chiffres réalistes, et je n'apparente pas pour moi ça à une baisse des permis de construire issus, mais simplement à des retours sur des niveaux normaux. Maintenant, en résumé, parlons de un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette présentation. Au niveau de la croissance, en une année, D.R. Horton a augmenté son chiffre d'affaires de 37,55%. En 2 ans, D.R. Horton a fortement également augmenté ses marges de 9,20% à 14,06%. En une année, DHI a donc pu augmenter ses revenus nets de 80% par rapport à l'année passée, et de manière générale, D.R. Horton démontre d'une croissance forte et régulière depuis plus d'une décennie, ce qui est un excellent indicateur pour moi. Au niveau de la sécurité financière, année après année, D.R. Horton acquiert toujours plus d'actifs sans s'endetter particulièrement davantage, ce qui contribue à faire bénéficier D.R. Horton d'un ratio d'endettement historiquement bas à l'heure actuelle. Et au niveau de la valorisation, le cours de l'entreprise ne reflète actuellement, selon moi, pas la forte croissance dont a bénéficié l'entreprise ces dernières années. On a pu voir que le PI ratio est à l'heure actuelle historiquement bas. En conclusion, malgré une croissance forte et régulière de l'entreprise au fil des années, ainsi qu'une santé financière qui s'améliore toujours plus, la cotation de l'entreprise en bourse ne s'est pas énormément appréciée au fil du temps, en tout cas ces derniers mois, ce qui semble démontrer d'une petite anomalie de marché selon moi. À titre indicatif, mais j'aurais vraiment dû mettre cette phrase entre parenthèses, et pour qu'on puisse se donner une idée de la sous-valorisation que présente l'entreprise à l'heure actuelle, on peut imaginer un fair price, c'est-à-dire un prix juste de l'entreprise au PI ratio moyen de la société. On fait le calcul inverse du calcul du PI ratio, ce qui donnerait un cours actuel à 131,60 $. L'entreprise, au moment où je tourne cette vidéo, cote au niveau aux alentours des 84 $, ce qui représenterait une hausse potentielle de 55%. Alors, je vous rassure, on ne va jamais connaître une hausse de 55%, en tout cas ces prochains mois. Si le marché a décidé de pricer à ce prix-là, c'est que selon le marché, ça vaut ce prix-là. Toutefois, ça peut démontrer, juste à titre indicatif, de ce qu'on pourrait espérer dans le futur. Voilà, on arrive gentiment au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre d'analyse fondamentale. Est-ce que vous aimeriez que j'en fasse tous les mois ou est-ce que selon vous ça ne sert à rien? Dites-moi ce que vous pensez également de l'entreprise D.R. Horton, si selon vous c'est une bonne opportunité d'investissement à l'heure actuelle. Et puis quant à moi, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans l'une des prochaines vidéos qui va s'afficher sur l'écran de fin. À très vite.